Après avoir été transporté dans un autre monde par un camion, il a été réincarné. Il a prétendu être un personnage secondaire, mais en réalité, il était le plus fort du monde et avait sa propre équipe de jolis waifus, qui voulaient le servir et feraient n'importe quoi pour lui. Mais accidentellement, il a fini par faire tomber toutes les filles populaires de l'école amoureuses de lui. Tout a commencé avec Akane Nishina se réveillant en retard après avoir fait un très mauvais rêve. Elle se secoue rapidement le cauchemar, saute sous la douche et se prépara partir pour la journée. Mais juste au moment où elle s'apprête à franchir la porte, elle se souvient soudainement comment les paparazzi l'avaient autrefois assaillie, prenant des photos. Ce souvenir faillit la plonger dans la panique. Heureusement, son chauffeur appelle son nom juste à temps, la ramenant à la réalité. Elle prend une grande inspiration, se ressaisit et se dirige vers l'école. Lorsque Nishina arrive à l'école, tout le monde la regarde avec admiration. C'est comme si elle était la superstar de l'école. Elle est belle, super intelligente et était une actrice et une idole célèbre. Tous les étudiants veulent être son amie et la traitent comme une célébrité. Alors qu'elle se dirige vers son casier, elle aperçoit la personne qu'elle ne supporte vraiment pas. Un casino rentable. C'est juste un type ordinaire, rien de spécial chez lui, et ce qui l'agace le plus, c'est qu'il est le seul à ne pas se soucier d'elle du tout. Il ne se souvient même pas de son nom, ce qui la rend folle. Nishina continue d'essayer d'attirer son attention, espérant qu'il se souviendra enfin d'elle comme tout le monde le fait. Cette fois, elle lui dit bonjour, et il répond, mais l'appelle Nishimura. Se trompant totalement de nom encore une fois, Nishina se fige, forçant un sourire sarcastique tout en étant super en colère à l'intérieur. Ce n'est pas seulement qu'il a encore raté son nom, mais c'est aussi la façon dont il agit comme si elle n'existait même pas, alors que tout le monde ne peut pas s'empêcher de la regarder. C'est comme si elle était invisible pour lui, et cela ne fait que lui donner encore plus de haine envers lui. Elle le corrige pour ce qui semble être la millionième fois, mais il se contente de murmurer quelque chose entre ses dents, l'appelant un PNJ. Elle est confuse et demande ce qu'il veut dire, et Kajino explique que dans son esprit, elle crée des personnages principaux, et tout le reste n'est que bruit de fond. Et PNJ, et elle en fait partie. Ishina est stupéfaite, mais avant qu'elle puisse répondre, il se trompe encore de nom. Une manière idiote et s'en va en classe. En classe, les autres élèves sont complètement fans de Nishina et lui posent toutes sortes de questions. Questions sur son retour imminent à la scène. Elle est prête à jouer dans une émission populaire lundi prochain. Elle explique comment elle a dû quitter la comédie après un énorme scandale au collège, qui a fait que beaucoup de gens l'ont détestée. Depuis lors, elle a caché son vrai moi, faisant semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas jusqu'à ce que les choses se calment. Maintenant qu'elle est au lycée, elle a l'impression de pouvoir enfin être elle-même. Encore. Nishina joue le rôle de la chouchoute de la professeure et de la fille la plus populaire de la classe pour assure-toi que tout le monde l'aime et évite de se faire des ennemis. Elle reste même après les cours pour aider le professeur à préparer la journée suivante. Mais un jour, après être restée tard, elle apprend que son chauffeur a été attaqué par des voyous, alors elle doit rentrer chez elle seule. Sur son chemin, ces mêmes voyous qui ont attaqué son chauffeur commencent à la suivre et finissent par l'enlever. Il prévoit de la retenir pour rançon, en demandant une fortune à son père. Alors que Nishina est emmenée, elle remarque quelqu'un qui la regarde à une distance, mais il fait trop sombre pour voir qui c'est avant que les voyous ne lui couvrent le visage. Nishina se réveille dans un entrepôt sinistre, terrifiée alors que les voyous parlent de ce qu'ils feront si son père ne paie pas. Ils feront si son père ne paie pas. En parallèle, Kajino est à l'extérieur, utilisant un miroir pour jeter un œil à l'intérieur et évaluer la situation. Après avoir évalué ce qui se passe, il se transforme en sa véritable identité avant d'agir. Les voyous mentionnent que c'est la deuxième fois que Nishina est kidnappée. La première fois, c'était à cause d'un stalker fou, mais cette fois, c'est à cause des ennemis de son père. Un des sales types essaie de détruire son douplan, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Kajino traverse le toit, se révélant comme un combattant classé, rugueux. Un des voyous pense que c'est une blague et sort une arme, mais Kajino le désarme rapidement, laissant tout le monde choqué. Il se moque du manque de compétences du voyou et l'élimine rapidement. L'autre voyou réalise que Kajino n'est pas un simple combattant ordinaire, c'est un ancien militaire, qui cherche un défi. Le voyou sort un couteau et parvient à donner quelques coups à Kajino, mais ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Kajino sort alors son arme préférée, un pied de biche, et avertit le voyou de son utilité. Il est très utile. Le voyou essaie de dominer Kajino avec sa force, mais Kajino retourne rapidement la situation, révélant qu'il est connu sous le nom de Berserker, un nom qui fait peur à tous les des gangs de motards. Kajino brise les jambes du malfrat et le tabasse, libérant Nishina. Mais tout aussi vite qu'il est apparu, Kajino disparaît dans la nuit. Plus tard, le père de Nishina arrive, utilisant ses relations pour couvrir ce qui s'est passé afin qu'elle puisse poursuivre sa carrière d'actrice sans problème.
Mais le plus grand regret de Nishina est de ne pas avoir découvert qui était vraiment le combattant élégant qui l'a sauvé. Le lendemain à l'école, elle salue à nouveau Kajino, espérant qu'il se souviendra de son nom. Cette fois-ci, il l'appelle par son vrai nom, ce qui la choque. Quand Kajino la regarde dans les yeux cette fois-ci, c'est différent, comme s'il la voyait vraiment, et elle réalise qu'il se cache peut-être derrière un masque lui aussi. Comme elle. Mais avant qu'elle puisse lui poser d'autres questions, Kajino serre Truck-kun dans ses bras, mettant fin à sa vie dans le monde réel. Kajino se retrouve ensuite dans un monde totalement différent où il commence à s'expliquer un peu sur lui. Comme la plupart des garçons, il voulait toujours être un héros, mais contrairement à la plupart, il était sérieux à ce sujet. Très. Dans le monde réel, il n'était qu'un personnage de fond ordinaire et insignifiant à l'école. Mais en coulisses, il était un combattant incroyable qui s'entraînait vraiment dur. Pourtant, cela ne lui suffisait pas. Le désir de Kajino d'être un héros grandissait alors qu'il réalisait à quel point les humains sont faibles. Quelle que soit votre force, que vous soyez un maître d'arts martiaux mixtes ou un champion de boxe, vous n'êtes encore qu'un humain, et si quelque chose comme une catastrophe nucléaire se produit, quand l'explosion se produit, tu serais anéanti comme tout le monde. Kajino ne pouvait pas accepter ce destin, il voulait être celui qui ne pourrait jamais être arrêté, celui qu'on appellerait l'ombre éminente. Il est devenu une entité puissante dans ce nouveau monde, accompagné d'un groupe de filles fortes à ses côtés. Mais la seule façon de devenir cet héros était de renaître dans cet autre monde. Ce qui s'est produit après l'accident de camion. Dans cette nouvelle vie, Kajino, maintenant connu sous le nom de Sid Kajino, forme un groupe secret souterrain, appelé les Ombres. Mais avant de plonger dans la façon dont il est devenu si puissant dans ce monde magique, nous sommes ramenés à un flashback. Après être réincarné, Sid s'est réveillé en tant que fils du baron et de Lady Kajino, des aristocrates, vivant dans le royaume de Midjar. La famille Kajino est connue pour produire des chevaliers noirs, des guerriers qui peuvent améliorer leurs capacités avec la magie. Ses parents ont de grands espoirs pour leurs enfants, surtout pour sa sœur aînée, Claire Kajino, qui possède un talent incroyable. Sid a grandi dans l'ombre de sa sœur, mais en secret, il menait une double vie. La nuit, traquant les bandits. Après avoir remporté un combat avec son épée en limace et son combinaison corporelle, il trouve une créature étrange, emprisonnée dans une cage. En colère, Sid la ramène chez lui pour l'expérimenter. Après un mois d'essais et d'erreurs, la créature se transforme en une belle jeune fille elfe. Avant qu'elle puisse le voir, Sid fait semblant d'être cool, prétendant avoir brisé une malédiction sur elle et les descendants des héros. Il sort un livre fictif sur un démon nommé Diablo et invente une histoire sur 3 héros qui ont vaincu Diablo, mais pas avant qu'il ne les maudisse. Sid lui dit aussi que le culte des Diablos prévoit de ramener leur patron à la vie, et qu'elle en a été une victime. Il se présente comme Shadow et demande à la fille de le rejoindre dans sa mission pour démanteler le culte. Bien qu'il ait tout inventé, elle accepte de rejoindre son organisation, le Jardin des Ombres, en devenant sa seconde et en prenant le nom d'Alpha. 3 ans passent, et Sid, maintenant âgé de 13 ans, est vu en train de s'entraîner avec Claire. Bien qu'il puisse facilement la battre, il se retient, et elle finit par le faire voler. Dans ce monde, les nobles doivent aller à l'Académie royale des sorciers de Midjar pour les nuits sombres lorsqu'ils atteignent 15 ans. Dans ce monde, les nobles doivent aller à l'Académie royale des sorciers de Midjar pour les nuits sombres lorsqu'ils atteignent 15 ans. Mais lorsque le jour du départ de Claire arrive, elle disparaît, et sa chambre est laissée en désordre. Pendant ce temps, une autre fille elfe nommée Beta, le premier membre recruté par Alpha, est introduite. Elle n'est qu'un des nombreux membres du Jardin des Ombres. Alpha et les autres sont occupés à chercher des pistes sur l'emplacement de Claire. Fait intéressant, l'histoire inventée par Sid sur le culte de Diablo s'avère être vraie. Beta pense que Claire a été ciblée parce que le culte pense qu'elle est une descendante des héros. Elle déploie une carte des cachettes des ennemis, mais ils doivent encore découvrir où Claire est retenue. Sid lance alors un couteau à Slim sur la carte, révélant l'emplacement de Claire. Sid ordonne à Beta de rassembler les membres d'élite du Jardin des Ombres, connu sous le nom de cette ombre. En même temps, le comte Gris, une figure éminente du culte de Diablo, se moque de Claire, qui est enchaînée par des chaînes qui suppriment sa magie. Incapable de riposter pleinement, Claire esquive ses coups avec une agilité remarquable. Gris commente ses compétences en combat améliorées, supposant que le baron Kajino était derrière ses progrès. Claire, cependant, réagit vivement, le corrigeant en disant que c'était en fait son frère, Sid, qui l'a aidé à devenir plus forte. Lorsque Gris commence à montrer de l'intérêt pour Sid, la colère de Claire s'enflamme. Elle le menace, avertissant que s'il essaie jamais de nuire à son frère, il le regrettera. Ignorant de la douleur de ses blessures, elle se jette sur lui, mais Gris la maîtrise rapidement, la mettant hors de combat avant qu'elle ne puisse continuer le combat. Mais il est ensuite alerté que des intrus sont à proximité. À sa grande surprise, tous ces hommes ont été vaincus par les ombres.
Gris essaie de se battre contre Alpha, mais il est largement dépassé. Désespéré, il prend une pilule rouge qui augmente son pouvoir et parvient à repousser Alpha un peu. Mais lorsqu'il réalise qu'il est toujours en infériorité numérique, il essaie de s'échapper, pour se heurter à Sid. Sid bloque facilement son attaque et commence à lui faire la leçon sur les techniques de l'épée avant de l'achever. Ensuite, Sid prend le médaillon de Gris, qui a une photo de lui et de sa fille. Claire est ramenée chez elle saine et sauve, mais elle est toujours en colère et doit partir pour la capitale royale. Plus tard dans la nuit, Sid se réunit avec les 7 ombres pour discuter de leur prochaine mission. Cependant, ils lui disent qu'ils partent pour éliminer le culte des Diablos à une plus grande échelle. Sid les laisse partir, pensant qu'ils ont simplement eu assez de jouer leur rôle. 2 ans plus tard, Sid va à la même école que sa sœur. Comme toujours, il se cantonne à son rôle de personnage discret en arrière-plan. Il choisit Skelepo comme ami, 2 gars qui sont au bas de l'échelle des nobles échelons. En chemin vers l'école, Skelepo rappelle à Sid le punition qu'il doit affronter pour avoir obtenu le plus bas score à un test. Il doit avouer son amour à la fille la plus populaire du campus et se faire totalement rejeter devant tout le monde. Quand ils arrivent à l'académie, ils voient la princesse Alexia Midjar, qui est super populaire, rejeter la déclaration d'un autre garçon. Avant la fin de la journée, Sid commence à agir comme le personnage de fond qu'il est. Tout timide et nerveux autour d'Alexia pendant que Skelepo regarde depuis les bancs. Sid avoue à Alexia, en s'attendant à ce qu'elle le repousse devant tout le monde. Mais au lieu de le rejeter, elle le choque en acceptant. La nouvelle se répand rapidement, et maintenant tout le monde ne peut pas imaginer comment diable il était le garçon le plus chaud de la classe. Au déjeuner, Alexia rejoint Sid et ses amis à leur table dans la cafétéria. Comme ils sont assis avec une princesse, on leur sert plein d'aliments supplémentaires. Sid, essayant de dégoûter Alexia pour qu'elle le largue, mange autant de nourriture qu'il peut aussi vite que possible. Au lieu de montrer du dégoût, Alexia lui sourit simplement. Plus tard, leur instructeur d'épée, Griffith Zenon, présente Sid à la classe. En tant que nouveau membre de la section 1, tout cela parce qu'Alexia l'a aidé à monter de la section la plus basse. Après cela, Sid et Alexia ont une séance d'entraînement, et Sid remarque que ses compétences avec l'épée ne sont pas si impressionnantes. Il trouve son style un peu ennuyeux. D'un autre côté, Alexia n'est pas non plus impressionnée par les compétences de Sid, et elle commence s'irritant parce qu'il lui rappelle elle-même. Juste quand ils ont fini de s'entraîner, Zenon apparaît, révélant qu'il est, en fait, le fiancé d'Alexia. Plus tard dans la journée, Sid et Alexia ont une conversation sur leur faux rapport. Sid réalise qu'Alexia l'a choisi comme son faux petit ami parce qu'elle pense qu'il est facile à contrôler puisqu'il est un noble de Baran. Elle prévoit de continuer à faire semblant de sortir avec lui jusqu'à ce que Zenon annule leur fiançailles. Au début, Sid ne veut pas se mêler à son drame, mais quand Alexia lui lance une pièce d'or, il change rapidement d'avis. Il attrape la pièce, et l'affaire est conclue. Au fil des jours, leur relation fictive continue, et elle commence à agacer les autres élèves, surtout les garçons. Mais Zenon n'en semble pas du tout préoccupé. 2 semaines après le début de leur relation fictive, en voyageant ensemble dans un train, Alexia se confie à Sid. Elle lui dit qu'elle s'est toujours sentie comme si elle courait après sa sœur, Iris, qui est la fierté de la famille car elle est une combattante si forte. Quoi qu'Alexia fasse, elle ne parvient pas à rattraper Iris. Pour la réconforter, Sid dit à Alexia qu'il apprécie en fait ses compétences avec l'épée. Mais Alexia minimise simplement, disant que sa sœur lui avait dit la même chose, après avoir perdu un tournoi. Sentant le moral dans les chaussettes, Alexia sort son épée, mais avant que cela empire, le train s'arrête et elle part. Sid pense que leur relation factice est probablement terminée maintenant. Le lendemain, Zenon et ses hommes affrontent Sid. Apparemment, Alexia ne s'est pas rendue dans sa chambre hier soir, et comme Sid était la dernière personne l'ayant vue, il l'accuse de l'avoir enlevée. Entouré de chevaliers, Sid n'a d'autre choix que de se rendre. En parallèle, Alexia se réveille dans une cellule sombre et effrayante, enchaînée par la magie. Elle remarque une étrange créature monstrueuse dans la cellule voisine. Bientôt, un docteur fou fait son apparition, tout excité à l'idée d'utiliser le sang royal d'Alexia. Sanglante, elle peine à garder son calme. Alexia demande pourquoi il veut son sang, et le docteur explique qu'elle a le genre de sang nécessaire pour ramener leur maître à la vie. De retour avec Sid, il est torturé pendant son interrogatoire, mais il fait semblant d'être beaucoup plus blessé qu'il ne l'est vraiment pour ne pas se faire remarquer. En parallèle, Zenon rencontre Iris, se sentant coupable de ne pas avoir protégé Alexia. Zenon dit à Iris que même si toutes les preuves pointent vers Sid, il n'y a aucune chance que Sid ait pu battre Alexia. Iris ordonne la libération de Sid, mais elle prévoit de le surveiller. En même temps, Claire, provoquant du bruit à l'extérieur, est retenue mais exige de rencontrer
Les chevaliers à propos de l'arrestation injuste de son frère. La présidente du conseil des étudiants, Rose, intervient pour l'arrêter. Après sa libération, Sid, gravement battu, retourne à son dortoir, mais il est suivi. Alpha, l'un de ses alliés de confiance, intervient et l'aide à s'échapper. Dans sa chambre, Alpha l'informe de ce qui se passe. Elle lui dit qu'il continue de rassembler des informations sur le culte qui a enlevé Alexia, et que leur groupe devient plus fort. Sid est content de l'entendre et est heureux que les filles de son organisation viennent le voir parfois. Alpha explique ensuite qu'Alexia a été enlevée à cause de son sang royal. Elle propose même de s'occuper des chevaliers qui ont torturé Sid, mais il lui dit de ne pas s'en soucier, car ils faisaient juste leur travail. Plus tard dans la nuit, Sid met en place son personnage d'ombre dans sa pièce secrète, excité d'eux. Il fait son mouvement. Il utilise les trésors qu'il a volés et l'argent qu'il a gagné en étant le petit ami factice d'Alexia pour créer la mise en scène parfaite. Beta, une autre alliée, arrive, et Sid annonce qu'il est temps de passer à l'action sérieuse. Alors qu'il quitte sa chambre, il est arrêté par 2 chevaliers qui essaient de le faire accuser en lançant le boat de Alexia à sa rencontre. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, les sentinelles des chevaliers tombent mystérieusement, neutralisées par des forces invisibles. Pendant ce temps, le chaos éclate dans la ville alors qu'un monstre géant commence à détruire tout. Le médecin fou injecte quelque chose dans le monstre humanoïde, ignorant les avertissements d'Alexia, et le monstre se mutile. Il aide même Alexia à s'échapper après avoir tué le médecin. En cherchant une issue, Alexia tombe sur Zénon, qui révèle que il a financé les recherches du médecin pour obtenir une promotion. Furieuse, Alexia l'attaque, mais Zénon bloque facilement ses mouvements. Juste au moment où Alexia est sur le point d'abandonner, Sid apparaît en tant qu'ombre. Zénon, agissant avec arrogance, se vante de la force de son culte. Mais Sid demande calmement où sont les membres principaux du culte. Alors que la bataille se poursuit, le monstre ravage la ville. Iris essaie de l'arrêter, mais elle n'y parvient pas. Alpha arrive, notant qu'Iris ne fait qu'empirer les choses pour le monstre. Et elle intervient pour mettre fin à cela. Le monstre se transforme à nouveau en humain, révélant qu'il s'agit en fait de Miliagri. Fille. Alpha dit à Iris de s'asseoir et de laisser Shadow Garden s'en occuper. Déterminé à se prouver, Zénon avale une pilule rouge qui booste son pouvoir. Mais Sid le bête facilement encore une fois. Pendant le combat, Alexia regarde avec admiration, réalisant que le style d'épée de Sid est exactement ce qu'elle essaie de maîtriser. Zénon se transforme, mais Sid le domine complètement, laissant un immense cratère. Au milieu de la ville, Alexia, ignorant que Shadow est Sid, essaie de copier sa technique, mais Iris l'arrête et la serre dans ses bras. Les 2 sœurs se réconcilient enfin. Le lendemain, Alexia, désormais libérée de Zénon, demande à Sid s'ils peuvent continuer leur relation. Pour la première fois, Alexia est rejetée, et elle ne le prend pas bien. Elle devient tellement furieuse que le mur finit couvert de sang par sa rage. En parallèle, le groupe du Jardin des Ombres tient une réunion pour célébrer leur victoire, mais il parle également d'un nouveau problème. Un groupe prétend être le Jardin des Ombres et distribue sa propre justice. Maintenant qu'Iris connaît le culte et le Jardin des Ombres, elle choisit ses chevaliers les plus fidèles, Glenn et Marco, pour rejoindre son nouveau groupe d'enquête. Elle leur demande de trouver quelqu'un qui peut déterminer ce qu'est cet artefact étrange qu'ils ont trouvé sur les lieux. En parallèle, une fille aux cheveux roses nommée Sherry Barnett s'active à examiner l'artefact dans un livre. Elle heurte accidentellement Sid, qui a du sang sur le visage. Sherry, qui est vraiment intelligente bien qu'elle soit encore étudiante, est appelée par Iris pour étudier la relique. Elle est incertaine au début car elle n'est qu'une étudiante, mais son père adoptif l'encourage à essayer. Finalement, Sherry accepte, et Iris assigne une équipe appelée l'Ordre Écarlate pour la protéger. Alexia propose aussi son aide, et Iris lui permet de rejoindre l'équipe. À propos plus léger, Sid, Skell et Pogo font du shopping. Mais il y a une longue file à la boutique. Une femme s'approche de Sid et lui demande de remplir un sondage. Il accepte, laissant Skell et Pogo derrière lui. La femme le mène à une demeure cachée derrière la boutique, et à l'intérieur, il trouve une salle du trône. C'est là que Sid rencontre Gamma, l'une des 7 ombres, qui est propriétaire de la boutique. Inspiration par les histoires de sa vie passée, Gamma admet qu'elle est la plus intelligente. Le groupe mais aussi le plus maladroit. Elle trébuche même dans les escaliers. Gamma demande à Sid de s'asseoir sur le trône, et il le fait, se sentant comme un roi. Gamma se vante de leur succès commercial, exhibant la montagne de pièces d'or qu'ils ont gagnées. Elle dit aussi à Sid qu'il travaille à attraper les imposteurs qui prétendent être Shadow Garden. Sid, pensant encore à Alexia, déclare soudain qu'il a tout compris. Sort. Avant de partir, Gamma présente New, le dernier membre des ombres. Sid demande du chocolat, et Gamma l'offre gratuitement, mais Sid subtilise une pièce. Quand même et rit en s'en allant.
Plus tard, Sid marche avec ses amis quand il remarque soudain Alexia à proximité. Pour s'éloigner d'eux, il prétend rapidement qu'il a besoin d'utiliser les toilettes, forçant ses amis à le laisser gérer son urgence tout seul, surtout que le couvre-feu approche. Après avoir réglé son soi-disant problème, Sid se dirige vers une ruelle sombre. Là, il aperçoit Alexia, blessée et acculée par 3 hommes qui font semblant d'être des membres du Shadow Garden. Juste au moment où il s'apprête à lui faire du mal, Shadow intervient et prend rapidement l'un d'eux à terre. Furieux qu'ils ternissent le nom du Shadow Garden, Sid poursuit les 2 hommes restants et parvient à en mettre un autre à terre, avant de pouvoir s'occuper du dernier. Un nouvel arrivant apparaît soudainement et demande à s'occuper du dernier homme pour des interrogatoires. Pendant ce temps, le chef des hors-la-loi, Gaunt Knight, apprend que ces hommes ont été neutralisés mais ne s'inquiète pas trop. Il dit à ces hommes que récupérer la relique est leur objectif principal. Plus tard, Alexia rencontre Iris et lui dit que les attaquants faisaient semblant de faire partie de Shadow Garden. Cependant, Iris pense que le culte et Shadow Garden sont tous deux des ennemis du royaume. Dans une drôle de pirouette, des rumeurs sur Sid se répandent à l'académie. Les étudiants se moquent de lui, affirmant qu'il a uriné dans son pantalon pendant l'incident. Skell et Poe, qui avait juré de garder ça secret, demandent nerveusement à Sid s'il a encore le chocolat. Malgré leur trahison, Sid leur donne tous les deux du chocolat, et il prévoit de le donner aux filles qu'ils aiment bien. Skell tente sa chance en premier, avouant ses sentiments à la fille dont il est amoureux, ne rencontrant que les fans furieux de celle-ci. Quand Poe essaie de parler à sa crush, elle crie et s'enfuit en le traitant de stalker encore, se sentant prise dans une autre de ces scènes de second plan. Moment. Sid donne son chocolat à la première fille qu'il rencontre, Sherry Barnett, et s'éloigne rapidement sans rien dire. À la maison, Sherry pense toujours à ce qui s'est passé à la bibliothèque quand son père, Barnett, entre dans sa chambre et remarque les chocolats. Quand elle lui dit qu'un garçon les lui a donnés, Barnett taquine sa fille, en lui. Ça doit être une déclaration d'amour. Sherry, encore incertaine de ses sentiments, écoute son père plaisanter sur le fait que le garçon attend sa réponse. Elle se demande quoi faire ensuite. Pendant ce temps, New, qui prétend être une étudiante, fait un rapport à Sid sur les membres de la secte qu'elle a interrogés. Malheureusement, elle n'a pas pu obtenir d'informations utiles car l'un d'eux était complètement endoctriné. Il a perdu la tête avant qu'elle ne puisse découvrir quoi que ce soit. Elle lui dit également que la secte utilise des orphelins comme soldats, les appelant des enfants de Diablo, mais Sid n'y prête pas vraiment attention. Son esprit est distrait par le tournoi d'escrime auquel ses amis l'ont inscrit. New mentionne un type nommé Rex, l'un des enfants, qui garde encore quelques pensées propres malgré la manipulation mentale. Sid, toujours distrait, demande simplement à New de lui donner un peu de temps pour réfléchir. Le tournoi commence et Claire remporte son match. Ensuite, c'est le tour de Sid de combattre contre Rose. Dès que le match commence, ils se chargent l'un vers l'autre. Sid, jouant son rôle habituel de personnage secondaire, utilise du faux sang pour faire croire que Rose l'a frappé très fort. Il appelle cette astuce son tornado sanglant. Chaque fois qu'il se fait mettre à terre, il se relève, crachant encore plus de faux sang. Il attend que Rose porte le coup final, mais l'arbitre arrête le combat et déclare Rose la gagnante. Alors que Sid est emmené à l'infirmerie, Rose murmure qu'elle le respecte pour son attitude de ne jamais abandonner. Après avoir été soignée, Sherry vient voir Sid. Elle le complimente sur son courage pendant le combat et lui remet des biscuits. Elle suggère alors qu'il commence en tant qu'ami, même si Sid est confus sur ce qu'elle essaie de dire. Quoi qu'il en soit, il suit le mouvement. Juste quand les choses ne pouvaient pas être plus gênantes, Barnett rejoint leur table, rendant Sid encore plus mal à l'aise. N'ayant pas envie d'être autour de personnes importantes, Sid trouve un prétexte épars, prétendant que ses blessures sont trop douloureuses. Plus tard, Sherry rencontre Alexia. Alexia pense que Sherry veut parler du reliquaire. Cependant, Sherry lui demande si elle sort toujours avec Sid. Alexia rougit et lui dit qu'ils se sont séparés et qu'ils n'étaient jamais vraiment ensemble. Ce qui soulage Sherry parce qu'elle prévoit de sortir avec Sid. Maintenant, elle peut se concentrer sur sa recherche. Mais Alexia ne se sent pas si calme, essayant de cacher à quel point elle est bouleversée. Quelques jours passent, et Sid remarque que les gens le traitent gentiment, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Rose et son assistante entrent pour parler des prochaines élections étudiantes. Pendant ce temps, dans la nuit décharnée, le leader ennemi met son plan à exécution, piégeant l'académie entière à l'intérieur d'une barrière magique. Comme d'habitude, Sid est le seul à réaliser ce qui se passe. Alexia arrive à la porte de l'académie et est horrifiée de voir les gardes étendus morts sur le sol. À l'intérieur de l'école, Sid remarque que sa magie ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait. Juste à ce moment-là, les enfants de Diablo font irruption dans la pièce, prétendant être des membres de Shadow Garden. Ils annoncent qu'ils prennent le contrôle de l'école, ce qui pousse Rose à lever sa
épée. Mais à sa grande surprise, sa magie ne fonctionne pas, et les ennemis détruisent son arme. L'un d'eux s'approche pour achever son œuvre, mais Sid intervient et la sauve. Non pas parce qu'il s'en soucie, mais pour jouer le rôle d'un personnage secondaire qui meurt, dramatiquement. Rose, cependant, se méprend et pense que Sid tenait vraiment à elle. Les ennemis rassemblent tous les étudiants et les traînent vers l'auditorium. Laissé pour mort, Sid utilise sa magie pour se ressusciter secrètement en frappant son chest, puis transforme sa magie en fil pour contrer l'effet de blocage magique de la barrière. Effet. Ailleurs, Sherry est occupée à étudier la relique quand Rex défonce sa fenêtre, pour la voler. Avant qu'il ne puisse lui faire du mal, Glenn arrive juste à temps pour bloquer l'attaque de Rex. Marco, qui se bat à proximité, dit à Sherry de fuir. Avec la barrière toujours en place, Iris hésite à donner l'ordre de secourir les étudiants, ne sachant pas comment percer. Pendant ce temps, Sid est perché sur un toit, éliminant des ennemis un par un. Tout en attendant que les chevaliers passent à l'action. Il aperçoit Sherry errant dans l'école, complètement inconsciente du danger qui l'entoure. Juste au moment où elle trébuche dans les escaliers, Sid la rattrape et lui fait une sévère leçon avant qu'il ne se dirige vers le bureau de son père. Là, Sherry trouve le livre qu'elle cherchait et identifie l'artefact comme l'œil de l'avarice, qui absorbe la magie et rend tout le monde impuissant. Pire encore, elle explique que l'œil va exploser une fois qu'il sera pleinement chargé, mais il y a de l'espoir. Sherry révèle que le reliquaire qu'elle étudie peut contrer l'œil de la Covette. Car il peut stocker des tonnes d'énergie magique. Sid part chercher les outils dont Sherry a besoin, mais en chemin, il tombe sur Rex. Et quelques autres ennemis mineurs. Il se débarrasse rapidement d'eux, et Rex, pensant que Sid utilise un reliquaire spécial, pour lui donner une vitesse accrue, tente de l'enfermer dans une barrière de filet. Son plan échoue totalement. Rex regarde autour de lui et réalise que ses camarades sont tous à terre, et sa confiance disparaît. Un peu plus tard, une nouvelle arrivée trouve Glenn et Marco. Glenn n'a pas survécu, et Marco est gravement blessé. Il est révélé que Marco était son fiancé. Ne sachant pas quoi faire ensuite, elle hésite. Mais Sid revient avec les outils. Liu l'informe que des renforts sont arrivés et attendent ses ordres. Après que Sherry a fini de raffiner le relique, elle conduit Sid à travers un tunnel caché qui connecte à l'auditorium. Alors qu'il marche, Sherry a des flashbacks de la mort de sa mère. Après la mort de sa mère, Barney a pris Sherry sous son aile et l'a élevée comme sa propre fille. Sherry, voulant lui rendre l'appareil, a promis de l'aider dans ses recherches. De retour dans le présent, Sherry entre dans l'auditorium et active le relique, annulant les effets de l'œil de l'avarice. Avec leur magie retrouvée, les chevaliers passent à l'action, transformant l'auditorium en un champ de bataille. N'ayant pas envie de rater ça, Sid, maintenant en tant que Shadow, percute le plafond pour se joindre au combat. Les vrais membres du Jardin de l'Ombre font également leur apparition pour aider. Alors que les élèves commencent à évacuer, Gaunt Knight met le gymnase en feu, et s'enfuit. Dehors, Iris questionne Rose sur ce qui s'est passé, et Rose explique que le Jardin de l'Ombre les a sauvés d'un groupe prétendant être le Jardin de l'Ombre. Iris devient encore plus soupçonneuse à l'égard des motivations de Shadow Garden. À l'intérieur de l'auditorium en feu, Sherry cherche désespérément son père. En parallèle, Sid affronte Barney, qui se révèle être le Chevalier Squelette. Chevalier Squelette. Quand Sid lui demande pourquoi Barney a fait tout cela, il explique qu'il était autrefois un grand maître d'épée mais est tombé malade et désespéré pour une guérison. Il a trouvé l'œil de l'avarice avec l'aide de la mère de Sherry. Mais quand elle a voulu le remettre au gouvernement, Barney l'a tué. Sherry, ne connaissant pas la vérité, a continué le travail de sa mère. Sid propose de régler tout ça une bonne fois pour toutes, mais Barney le repousse facilement. Cependant, Shadow apparaît et est prêt à se battre. Se rendant compte qu'il est dépassé, Barney essaie de combiner l'œil de l'avarice avec une autre relique pour regagner son pouvoir, mais cela ne fonctionne pas. Shadow bloque tous ses attaques avec facilité. Dans un dernier mouvement désespéré, Barney révèle qu'il a fait accuser Shadow Garden de tout crime. Mais Shadow se contente de hausser les épaules, disant que Shadow Garden n'est pas là pour protéger le royaume, ils suivent leur propre chemin. Shadow parvient ensuite à vaincre Barney en utilisant la même technique qu'il avait utilisée contre la mère de Sherry. Sherry, dévastée par la mort de son père, pleure sans pouvoir s'arrêter. Shadow décide qu'il vaut mieux qu'elle ne connaisse pas la vérité et la laisse pleurer. Après la bataille, Shadow Garden est déclarée ennemie du royaume, et elle, Académie donne à tous un congé d'été anticipé en raison des dégâts. Avec ses deux parents partis, Sherry dit à Sid qu'elle s'en va étudier à l'étranger et commencer une nouvelle vie. Sid lui demande quel est son nouvel objectif, mais elle refuse de lui dire, disant que c'est un secret. Alors qu'elle s'éloigne, Sherry dégage une étrange ambiance sombre, laissant entendre qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Pendant les vacances d'été, Sid reçoit une lettre d'Alpha, l'invitant à se rendre sur la terre sacrée de l'Indurm. Pendant ce temps, Epsilon, l'une des sept ombres, est excitée à l'idée de commencer sa journée
Elle utilise la magie de la Slim pour ajuster son apparence, rivalisant avec Beta sur qui a la meilleure silhouette. Après que le faux jardin des ombres a été traité, Rose se précipite à l'infirmerie, en pleurs. Elle saisit la main de Sid, pensant qu'il se soucie vraiment d'elle, lui offre son cœur. Plus tard, on les voit tous les deux dans un train en direction de l'Indwurm, bien qu'ils se soient seulement croisés par accident. Quand ils arrivent, une chaîne de clés attire l'attention de Sid. Elle montre un bras démoniaque transpercé par une épée, représentant le héros Olivier coupant le bras gauche de Diablo. Rose explique qu'ils sont dans la ville où s'est déroulée la bataille légendaire. Elle ajoute que les ruines de l'Indwurm sont censées être là où le bras de Diablo est scellé. En se promenant, il tombe sur un événement de dédicace pour un célèbre auteur, nommé Natsu. Rose, excitée, se précipite pour faire signer son livre. Pendant ce temps, Sid remarque que les livres sont des versions plagiées d'histoires de sa vie antérieure. Se demandant si quelqu'un d'autre s'est réincarné comme lui, Sid fait la queue, seulement pour être accueilli par Beta, qui utilise ces histoires pour gagner de l'argent. Plus tard, à la cathédrale, Alpha est vu debout à côté du corps de l'archevêque Drake avant de partir à l'arrivée des chevaliers. Cette nuit-là, Sid aperçoit une silhouette encapuchonnée courant sur les toits. Il le poursuit et bloque son attaque. Epsilon arrive pour porter le coup final. Elle rapporte que l'exécuteur du culte a réussi à s'échapper, donc ils devront passer au plan B comme toujours. Sid est prêt à suivre son propre chemin, en faisant les choses à sa façon. Sid, se sentant plutôt bien de sa force, décide de se détendre dans les sources chaudes. À proximité, Alexia essaie de se calmer. Quand quelqu'un demande pourquoi elle est à l'Indwurm, elle dit qu'elle est une invitée spéciale pour le procès de la déesse. Quand on demande la même chose à Sid, il ment et dit qu'un ami l'a invité à regarder. Alexia explique que le procès de la déesse est une grande bataille où des combattants affrontent des guerriers anciens invoqués d'un endroit appelé le sanctuaire. Elle mentionne aussi qu'un épéiste nommé Venom a invoqué le héros légendaire Olivier une fois, mais qu'il a quand même perdu le combat. Bientôt, le procès commence, dirigé par l'archevêque Jack Nelson. Avant que tout ne commence, Nelson n'a pas laissé Alexia enquêter sur lui disant de se concentrer sur l'ancien archevêque à la place. Alors que le procès commence, un énorme cercle magique se forme autour de l'arène, créant une barrière. Le premier challenger, Beterius du royaume d'Oriana, s'avance, mais aucun ancien guerrier ne sort pour l'affronter, ce qui signifie qu'il n'était pas digne. Alors que d'autres combattants échouent à invoquer qui que ce soit, Sid commence à imaginer à quel point ce serait cool s'il sautait et surprenait tout le monde en tant que combattant mystère. Mais il réalise que des personnes aléatoires ne sont pas autorisées à participer. Ce que Sid ne sait pas, c'est que Rose l'a secrètement inscrit pour montrer ses compétences et impressionner son père. Quand Sid découvre cela, il décide de participer, mais sous son alter ego, Shadow. Quand il entre dans l'arène, tout le monde est choqué quand il invoque Aurora, la sorcière de la calamité, qui est l'une des sorcières les plus puissantes de l'histoire. Sid et Aurora se sourient avant que le combat ne commence. Aurora attaque en premier, lançant des lances magiques, mais Sid les évite facilement. En un seul mouvement rapide, Sid la vainc. Bien que le combat ait été facile, Sid aurait souhaité pouvoir l'affronter quand elle était à pleine puissance. Après sa victoire, Sid disparaît de l'arène, laissant tout le monde dans la foule, confus. Dès que la barrière tombe, un étrange portail apparaît dans l'arène. Sid remarque un autre portail à proximité, se sentant curieux, y pénètre. Pendant ce temps, Nelson annule le reste du procès et ordonne aux gardes de dégager l'arène. Il essaie aussi de faire partir Alexia et les autres, mais ils refusent. Les membres du Jardin des Ombres, dirigés par Alpha, sont les premiers à entrer dans le portail. Epsilon et les autres font semblant de prendre Gamma en otage pour forcer Nelson à les suivre. Rose a l'air inquiète, mais Alexia sait qu'elle ne fait que jouer et reste calme. Nelson, clairement frustré, appelle Venom, qui attaque immédiatement Epsilon. Heureusement, la magie de Swing d'Epsilon la protège. Mais l'attaque de Venom la met en embarras en révélant l'un de ses secrets. En colère, Epsilon bat facilement Venom et entraîne Nelson dans le portail, suivi par tout le monde. À l'intérieur du sanctuaire, Alpha les mène vers une statue d'Olivier, qui ressemble presque à elle. Nelson explique que ces anciens guerriers ont été maudits par quelque chose que Sid a appelé la malédiction des démons, alors qu'ils pénètrent plus profondément dans le sanctuaire. Alpha ouvre une porte menant à un cimetière rempli des restes des anciens héros, y compris Olivier. Pendant ce temps, Sid retrouve Aurora. Elle admet qu'elle ne l'a pas convoquée mais dit qu'elle a apprécié leur combat. Après avoir discuté un moment, Aurora explique que le sanctuaire est en réalité une prison, pour les souvenirs des anciens héros. Pour la libérer, ils doivent détruire le noyau magique qui alimente le sanctuaire. Mais la magie ne fonctionne pas à l'intérieur du sanctuaire car elle est absorbée. Sid, se sentant confiant comme toujours, dit qu'il est excellent pour briser des choses et accepte d'aider. Alors qu'ils explorent les souvenirs d'Olivier, Sid et Aurora découvrent que le culte
a réalisé d'horribles expériences sur des orphelins. La plupart des enfants n'ont pas survécu, mais Olivier a survécu car son corps était compatible avec les cellules de Diablo. Nelson explique que le culte voulait créer un guerrier puissant pour combattre Diablo. Et Olivier était leur meilleure option. Le culte a également fabriqué des pilules rouges à partir des cellules de Diablo, ce qui donnait aux gens des pouvoirs spéciaux. Mais Nelson n'était pas satisfait de ça, alors il a créé quelque chose de plus puissant. Les perles de Diablo, qui donnent aux gens une force incroyable et les rendent immortels. Alexia plaisante en disant que les perles provoquent probablement la perte de cheveux, mais Nelson insiste sur le fait que sa calvitie est due au stress. Alpha intervient, expliquant que les perles de Diablo ont de gros problèmes. Les gens doivent en prendre une chaque année, et il n'y en a pas assez. C'est pourquoi les chevaliers de la table ronde n'ont que 12 membres. Elle révèle également que Nelson est le 11e membre. Furieux, Nelson commence à se transformer en monstre. Mais avant qu'il ne puisse finir, Delta charge et le jette dans l'eau. Les choses empirent lorsque Nelson revient plus fort que jamais. Il piège le groupe dans différentes mémoires, les séparant. Alpha et Delta se retrouvent à combattre une version démoniaque de Nelson qui peut créer des clones de lui-même. Delta neutralise rapidement plusieurs clones mais remarque que plus il s'approche du cœur, plus elle devient faible, tandis que Nelson gagne en force. Pendant ce temps, Sid et Aurora se retrouvent dans un autre souvenir, cette fois sur un champ de bataille rempli de cadavres. Ils croisent une version plus jeune d'Aurora, qui pleure. Aurora essaie d'effacer ce souvenir douloureux, mais soudain, les cadavres se relèvent et les attaquent. Aurora réalise rapidement que le sanctuaire les rejette. En même temps, le groupe d'Epsilon trouve les archives du sanctuaire. Ils découvrent des documents sur le culte et prennent des photos avec un appareil que Omega, le 7e membre du Jardin des Ombres, créé à l'aide des connaissances de Sid de sa vie passée. Même si leur magie est presque disparue, Sid et Aurora parviennent à vaincre les zombies, mais ils en reçoivent toujours plus. Pour mettre fin au souvenir, Sid tue la version plus jeune d'Aurora, brisant le souvenir, et permettant à tout le monde d'avancer. Ils atteignent enfin le cœur du sanctuaire, où Delta se bat toujours. Elle a déjà vaincu des centaines de clones, mais Nelson continue d'en invoquer davantage. Le noyau est verrouillé derrière une porte et enchaîné. Sid essaie de briser les chaînes avec son épée, mais ça ne fonctionne pas. Aurora lui dit que l'épée sacrée à proximité est la clé, mais seulement un élu ou un descendant du héros peut l'utiliser. Sid essaie, mais l'épée ne bouge pas. Tout en prenant une courte pause, Delta continue de se battre, refusant de s'arrêter. Après avoir abattu encore des centaines de clones, la mémoire s'effondre, et ils sont transportés à un autre endroit. Refusant toujours d'abandonner, Nelson appelle Olivier à se battre pour lui. En même temps, Epsilon annonce que leur enquête est terminée. Il se prépare à partir. Juste au moment où l'archevêque reçoit la nouvelle que quelqu'un a pénétré dans le sanctuaire central, Sid pense que c'est le moment parfait pour que le héros de l'histoire se manifeste et saisisse l'épée légendaire. Mais au lieu du héros, c'est Nelson qui arrive, avec son front brillant qui scintille. Sid réalise bientôt qu'Alpha et Olivia se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Sur le commandement de Nelson, Olivia attaque Sid et le domine complètement. Aurora, observant le combat à sens unique, intervient pour arrêter la bataille. Nelson propose d'épargner la vie de Sid si Aurora accepte d'aider à leur recherche. Aurora réfléchit, laissant entendre que Sid n'a aucune chance contre Olivia. Bien sûr, Sid n'est pas ravi et continue de provoquer Nelson. Agacé, Nelson ordonne à Olivia de finir Sid. Olivia, avec une expression neutre, fait ce qu'on lui dit, tandis qu'Aurora regarde, fou, et Nelson sourit simplement. Mais ensuite, Sid surprend tout le monde en souriant de manière malicieuse, ses yeux brillants. Il guide délibérément l'épée d'Olivia loin de ses points vitaux, puis soudainement attrape elle et lui mord le cou. Avec Olivia hors du chemin, Sid s'approche calmement de Nelson, qui essaie de tirer un autre tour. Il utilise l'énorme énergie magique du sanctuaire pour invoquer une multitude de clones d'Olivia. Mais Sid les élimine tous d'un coup, pulvérisant les clones d'un simple regard. La mâchoire de Nelson tombe de surprise quand il est révélé que Sid avait habilement compressé sa magie pour l'empêcher d'être drainé. Las des jeux de Nelson, Sid libère son sort le plus puissant, détruisant le noyau de magie et effaçant tout le sanctuaire. Quand il se réveille dans la forêt, Aurore est juste là avec lui. Elle avoue qu'elle était celle qui avait invoqué Sid en premier lieu. Elle s'excuse de ne pas avoir été honnête et le remercie d'avoir aidé à lui apporter la paix. Avant de disparaître, elle laisse entendre que Sid pourrait rencontrer la vraie elle un jour. En parallèle, Alexia et Rose décident de s'unir pour créer leur propre groupe et creuser plus profondément dans les mystères derrière la secte du Jardin des Ombres. Natsum les rejoint également pour garder un œil sur ce qu'elles font. Plus tard, Alpha et Epsilon discutent de ce qu'ils ont trouvé dans l'archive du sanctuaire. Ils découvrent que la véritable identité d'Aurora est le démon Diablo. Epsilon suggère de le dire à Shadow, mais Alpha révèle que Shadow savait déjà.
En parallèle, Alexia raconte à sa sœur Iris la connexion de la secte. Les archevêques précédents et actuels. Iris pense qu'il y a une organisation plus grande derrière tout ça et décide d'enquêter sur l'église des enseignements divins. Elle dit également à Alexia qu'elle participe au Bouchain Festival, un tournoi international d'escrime, pour gagner le soutien du public et faire en sorte que leur père l'écoute. Alors que le Bouchain Festival approche, on voit Rose s'entraîner intensément, mais quelque chose semble ne pas coller. Elle révèle une étrange marque démoniaque sur sa poitrine. Enfin, le jour de la fête arrive et les combattants les plus forts du monde se rassemblent dans la capitale royale. Comme d'habitude, Sid a un plan. Il va faire mine d'être faible, laisser la foule se moquer de lui, et puis surprendre tout le monde, avec un grand retour. Pour aider à son déguisement, Sid demande de l'aide à Gamma. Elle utilise la magie des limaces pour changer son visage et lui donne une nouvelle histoire. Sid devient Mandan Man, un faible chevalier noir qui a été rejeté par sa famille. Avec son nouveau look, Sid adopte pleinement son rôle, changeant sa posture et son comportement pour correspondre au personnage. En tant qu'homme ordinaire, Sid rencontre Anna Rose, l'une des concurrentes de l'épreuve de la déesse. Elle lui dit qu'il semble trop faible pour participer et qu'il devrait probablement abandonner. Ordinaire, restant dans son personnage, lui répond de ne pas le juger sur son apparence. Puis, un type nommé Quentin arrive et dit à Ordinaire d'abandonner avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Se déshonore. Mandan, manifestement agacé, dit qu'il est plus fort que Quentin. Offensé, Quentin commence à le frapper. Sid, fidèle à son plan, se couche par terre en feignant d'être impuissant. Heureusement, Anna Rose intervient et arrête Quentin, s'excusant auprès de Mandan pour ne pas l'avoir aidé plus tôt. Plus tard cette nuit-là, Sid rencontre Rose, qui lui donne de mauvaises nouvelles. Son père a choisi un homme pour qu'elle épouse, un noble de haut rang nommé Purve. ASAT. Mais les choses sont pires que ça. Sa famille la pousse également à renoncer à sa position de chevalier noir. Sid essaie de la réconforter, lui disant qu'il croira toujours en elle, ce qui l'aide à se sentir un peu mieux. Le lendemain, Skell entraîne Sid avec lui pour regarder les matchs préliminaires au tournoi. Skell collecte des données pour l'aider à parier, tout en continuant à parler de son stratégie. Goldie, un chevalier avec un palmarès invaincu, donne des conseils sur comment prédire le gagnant d'un combat. Sid s'ennuie et s'en va juste au moment où le prochain match est annoncé, Gonzalez contre Mandan. Au moment où Mandan entre dans le ring, Goldie dit avec confiance que Gonzalez va gagner, en moins d'une seconde. Skell, impressionné par la capacité de Goldie à évaluer les guerriers, est choqué lorsque Mandan est déclaré vainqueur à la place. La foule devient en colère, réclamant son argent en retour. Tentant de sauver les apparences, Goldie prétend que Gonzalez est simplement tombé, et c'est ce qu'il avait prédit. Anna Rose, qui ne pensait pas grand-chose de Mandan auparavant, change d'avis après avoir vu ces deux puissants coups de poing qui ont mis KO Gonzalez. Avec Goldie prêt à affronter Mandan ensuite, Skell demande de l'argent à Sid pour parier sur Goldie. Mais Sid refuse, essayant de sauver son ami d'une perte d'argent. Le lendemain, Skell se précipite pour dire à Sid que Rose a poignardé son fiancé, Purve, et s'est enfuie. Beta et Alexia, qui travaillent ensemble, acceptent d'enquêter sur la situation. Ce que Alexia ne sait pas, c'est que Beta enquête déjà de son côté et a découvert où Rose se cache. Plus tard ce jour-là, Sid rencontre Béatrix, une femme elfe qui cherche sa nièce. Elle dit que sa nièce est une belle fille qui lui ressemble, ce qui rappelle à Sid Alpha, bien qu'il garde cela pour lui. Soudain, Béatrix sort son épée, et Sid fait semblant d'avoir peur, vacillant en arrière et tombant. Béatrix rit et s'excuse, taquinant Sid en disant qu'elle pensait qu'il avait l'air plus fort. Au tournoi, Quinton s'approche d'Anna Rose et demande ce qu'elle pense de Mandan. Quinton a vu la victoire rapide de Mandan et est maintenant curieux de sa force. Après l'avoir sous-estimé au départ, Anna Rose et Quinton sont maintenant excités de voir le prochain combat de Mandan contre Goldie. Goldie entre dans le ring, prêt à combattre Mandan. Mandan, pas du tout d'humeur, craque nonchalamment ses vertèbres et esquive les attaques de Goldie avec aisance. Étrangement, Goldie se sent comme s'il avait reçu un coup dans l'estomac, bien que Mandan n'ait pas encore bougé. Frustré, Goldie utilise sa technique secrète d'épée, mais Mandan éternue, complètement faussant le mouvement. C'est ainsi que Goldie perd pour la première fois, ce qui choque l'assistance. Pendant ce temps, Iris rencontre Purve pour lui remettre le plan de sécurité pour l'événement principal du festival Bouchain. Elle propose à ses chevaliers de l'aider avec la sécurité, mais Purve décline. Iris remarque que Purve semble beaucoup plus en forme que ce qui a été rapporté, mais il balaie cela d'un revers de main, disant qu'il peut tout gérer tout seul, tout comme quand elle a sauvé Alexia. Iris devient encore plus méfiante à son égard. Lors du tournoi, Mandan bat rapidement Quentin et sécurise sa place dans le main événement. Anna Rose, qui est maintenant sa prochaine adversaire, essaie de l'intimider, mais Mandan se contente de sourire et retire une lourde pièce d'armure,
qui tombe au sol avec un bruit retentissant, fissurant le sol. Pendant ce temps, on voit Rose courir à travers des tunnels, essayant d'échapper aux chevaliers, qui la poursuivent. Plus tard dans la nuit, Sid entend un piano jouer et se souvient de son enfance. Bien qu'il ait été forcé de jouer, il a toujours apprécié une pièce en particulier, Sonate au clair de lune. Reconnaissant la mélodie, Sid suit la musique, pensant qu'il pourrait rencontrer quelqu'un de sa vie précédente. Il trouve Epsilon en train de jouer du piano, avec Gamma et Beta à proximité. Epsilon se vante d'être connecté avec des gens importants et d'avoir même remporté des prix pour sa musique, bien que Sid sache qu'elle ne fait que plagier la musique de son monde. Il ne sait pas comment se sentir à ce sujet. Pendant que Beta essaie de distraire Alexia pour l'empêcher de trouver Rose, Alexia découvre que Rose se cache dans les tunnels souterrains. Pendant ce temps, Rose, assise seule, réfléchit à combien son père semblait étrange quand il a annoncé ses fiançailles. Les chevaliers agissaient aussi bizarrement, avec des sourires inquiétants. Rose réalise que Purve, un membre du culte, avait lavé le cerveau de tout le monde. Elle pense à se rendre pour arrêter une guerre entre Midjar et Oriana et sauver son père. Alors qu'elle se demande si Sid la croit encore, son corps commence à montrer des signes de possession. C'est alors qu'elle entend à nouveau la sonate au clair de lune et la suit, finissant par trouver Shadow qui joue du piano. Après avoir terminé la pièce, Shadow demande à Rose ce qu'elle désire vraiment. Rose dit qu'elle veut protéger les personnes qu'elle aime. Voyant sa détermination, Shadow lui accorde une magie puissante et la libère de la possession. Après lui avoir donné quelques conseils, Shadow disparaît à l'arrivée des membres du culte. Rose, utilisant son nouveau pouvoir, les défait tous d'un seul coup. Ressentant l'afflux d'énergie magique, Alexia et Beta le suivent jusqu'à Rose. Alexia l'assaille de questions, mais Rose refuse de répondre, ne voulant pas impliquer son amie dans ses problèmes. Frustrée, Alexia décide de l'affronter pour obtenir la vérité. Après avoir vaincu Alexia, Rose la conduit vers Beta et déclare qu'elle est prête à arrêter de se cacher et à commencer à se battre pour ce en quoi elle croit. Plus tard, Claire, qui était en colère contre Sid toute la journée, se calme enfin et lui tend un billet pour le tournoi principal. Elle a remplacé Rose dans l'épreuve. Quand Sid arrive sur le lieu de l'événement, il réalise que le billet est pour une place en VIP. Il se retrouve assis à côté d'Iris, qui lui dit qu'elle prévoit de recruter Claire dans son ordre personnel après sa graduation. Iris présente également des excuses pour les ennuis causés par Alexia et son ex-fiancé Zénon. Alors qu'elle regarde le tournoi, Iris mentionne que sa concurrente préférée est Anna Rose, bien qu'elle ne prévoit de perdre contre personne. Sid demande si Mindan a attiré son attention, mais les étudiants autour d'eux le rejettent comme chanceux. Sid est ravi car tout se déroule selon le plan pour rehausser la réputation de Mindan. Iris parle ensuite de Béatrix, la première championne du festival Bouchain, et maître d'épée elfique. Sid est surpris par la célébrité de Béatrix, sentant une présence forte à proximité. Sid s'excuse et rencontre à nouveau Béatrix. Elle continue à demander des nouvelles de sa nièce, mais Sid reste silencieux. De retour dans la section VIP, Perve prend la place de Sid et informe Iris que le roi sera présent demain, bien qu'en mauvaise santé. Je suis en mauvaise santé, mais je serai présent à l'événement demain. Iris lui dit que son père, Klaus, sera également présent. Le prochain combat commence, et Anna Rose entre dans l'arène, montrant ses compétences impressionnantes. Skill. Perve est intéressée par elle et prévoit de l'inviter à servir son royaume. Quand Iris est interrogée sur Mindan, elle admet qu'elle ne l'a pas encore vu combattre. Le combat commence, et Anna Rose charge vers Mindan avec des mouvements rapides et agressifs. Mais Mindan est trop rapide, esquivant toutes ses attaques facilement. Elle essaie de le finir avec une frappe puissante, mais Mindan esquive encore. Et il frappe en premier, la prenant par surprise, réalisant qu'elle ne peut pas gagner en attaquant. Anna Rose essaie de se concentrer sur la défense, mais c'est inutile, Mindan la bête et abat encore un autre favori. Après sa victoire, Mindan est prêt à affronter Iris. Perve, inquiet que Mindan ruine ses plans, demande à Iris si elle se sent confiante d'avoir une chance de gagner. Iris admet que l'escrime de Mindan est belle, mais elle pense qu'elle est à un niveau complètement différent. Nerveux, Perve ordonne à ses hommes d'enquêter sur Mindan. Dans la zone VIP, Iris empêche les gardes d'empêcher Béatrix d'entrer, annonçant que c'est sa convidée. Les gens autour d'eux réalisent que Béatrix est la légendaire maîtresse d'épée elfe, et ils se rassemblent autour d'elle, mais aucun d'eux ne sait quoi que ce soit sur sa nièce disparue. Pendant ce temps, au château, Perve force le roi à boire une potion qui le fait obéir à chaque ordre. Perve prévoit d'utiliser le roi pour déclencher une guerre avec Midjar, espérant s'emparer du pouvoir pour lui-même. Le lendemain, Iris affronte Mindan sur le ring. Elle est déterminée à le vaincre d'un seul coup, mais juste au moment où elle se prépare, elle a soudainement une vision terrifiante de sa propre mort qui la déséquilibre. Elle essaie de s'en défaire, mais une autre illusion l'accable de peur.
La foule devient en colère alors qu'elle hésite, et Iris, désespérée, déploie toute sa force et se jette sur Mindan. Mais à sa grande surprise, elle réalise qu'il n'a même pas dégainé son épée. Mindan la désarme à une vitesse fulgurante et remporte le match. Après la défaite écrasante d'Iris, Perve n'arrive pas à y croire. Son attention se porte sur Rose, qui vient de revenir. Rose s'excuse auprès de son père pour ce qui s'est passé et se prépare à faire quelque chose de drastique. Malgré les ordres de Perve, le roi lui pardonne. Rose se jette vers Perve, utilisant son père comme bouclier, mais elle ne recule pas. Elle libère son père du contrôle de Perve de manière surprenante. Alors que Perve ordonne à ses hommes de l'arrêter, Mindan, se révélant maintenant comme Shadow, intervient et met à terre les membres du culte. En voyant Shadow, Rose gâche le moment en l'appelant le tueur de voyous stylé. Elle se souvient de lui comme celui qui l'a sauvé des bandits dans le passé, et depuis ce jour, elle rêve de devenir une grande escrimeuse. Shadow rappelle à Rose sa mission, et elle s'enfuit rapidement de la scène. Pendant ce temps, Béatrix attaque Shadow, avide de défis, et Perve profite de la distraction pour s'échapper. Iris, revoyant Shadow, crie son nom avec colère. Alors que Béatrix lutte pour le frapper, Iris rejoint le combat avec une puissante arme. Mais même ensemble, ils ne peuvent pas suivre la vitesse de Shadow. Toute la ville devient leur champ de bataille alors que le combat continue. Finalement, Alpha propose à Rose une place dans le Shadow Garden, que Rose accepte. Alors que Shadow défait Iris et Béatrix, il décide de partir, mais elle refuse de abandonner. Iris lui avertit qu'il est maintenant un ennemi de tout le royaume, sans aucun endroit où fuir. Shadow se moque d'elle et lui dit qu'il n'a jamais prévu de s'enfuir. Il active un puissant sort, effrayant tout le monde, mais disparaît ensuite dans le vide sans relâcher la magie. Iris, frustrée, pousse un cri. Plus tard, le royaume publie des nouvelles sur la façon dont Iris et Béatrix ont chassé Shadow. Tandis que Chérie, qui semble innocente, jure secrètement de se venger de lui. Béatrix quitte la ville sans trouver sa nièce. Les femmes du Jardin des Ombres retournent à leur routine, et Sid redevient un étudiant ordinaire. Au sein de la base Jardin Ombre, Rose est présentée à Lambda, l'instructeur de drill, qui déchire ses vêtements et lui donne le nouveau nom de 666, marquant sa transformation d'une princesse en soldat. La nouvelle saison de la série commence avec la réunion du groupe Ombre. Leur mission est de neutraliser les organisations malveillantes, et ils discutent de la façon dont les méchants d'avant, comme Diablo et Warner, ont soudainement arrêté toute leur activité. Cela semble être une bonne nouvelle, car maintenant le groupe Ombre peut se concentrer sur la réparation, corruption dans leur propre ville. Mais ensuite, les filles de l'équipe de Sid soulèvent un nouveau problème. Sid est surpris, pensant que tout va bien. Mais les filles lui parlent d'argent suspect disparaissant de la ville. Elles ne savent pas où ça va, mais elles croient que ça sert à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas juste une supposition, la preuve est une lune rouge apparaissant, ce qui effraie les filles. Ils disent à Sid qu'ils doivent s'occuper de ça, mais ils pensent qu'ils en font tout un drame. Pour lui, c'est juste une lune rouge, rien d'inquiétant. Dans la ville sans loi, deux combattants coriaces arrivent, déterminés à trouver et à tuer la reine de sang. Ils cherchent son château et, une fois qu'ils l'ont localisé, prévoient d'y entrer et de la neutraliser. Mais avant qu'ils ne se rapprochent trop, un garde au visage caché leur parle. Il leur dit que seuls les invités, les serviteurs ou les combattants peuvent entrer, et qu'ils devront le vaincre pour passer. Ce garde n'est pas n'importe qui, c'est le démon blanc, un combattant qui a perdu un bras dans une bataille précédente mais qui met maintenant à terre des combattants trop sur deux sans problème. Alors que les deux s'approchent, il les tue avec aisance. Le lendemain, Sid et sa sœur Claire arrivent dans la ville sans loi, en restant discrets. Sid, qui travaille toujours dans l'ombre, est vu par beaucoup comme faible, surtout depuis. Il a laissé sa sœur Claire le vaincre auparavant. Maintenant, Claire est constamment préoccupée par lui, pensant qu'il est un échec. Elle l'amène en ville et lui conseille de réfléchir à son avenir et à la carrière qu'il souhaite embrasser. Alors qu'il marche, il rencontre un vendeur de rue qui crie en vantant des combattants à vendre. Il complimente Claire, mais elle n'est pas intéressée et continue à avancer. Sentant s'ennuyer, Sid décide d'explorer les rues par lui-même, espérant repérer des signes de l'impact de la lune rouge sur les gens. Il s'arrête pour prendre quelque chose à manger, puis, il entend un bruit étrange et trouve un groupe de personnes en train de frapper un ghoul, l'assistant d'un vampire qui est sur le point de devenir un vampire complet. Les gens continuent à frapper le ghoul, qui est incapable de riposter, jusqu'à ce que, soudain, la lune rouge apparaît dans le ciel. La lune active toute l'énergie magique dans la ville, permettant au ghoul de se lever. Il se lève. Il mord les personnes qui l'attaquent, les transformant également en ghouls. Alors que les ghouls nouvellement transformés s'approchent de Sid, il se demande quand commencer à se battre. Mais avant qu'il puisse agir, une femme intervient, pensant que Sid est trop faible pour les affronter. Elle combat les ghouls et révèle qu'elle est chasseuse de vampires. Elle sauve Sid, mais lui dit de s'écarter car la lune rouge signifie que le danger
approche. Sid, désormais pleinement dans son rôle de Shadow, enfile son costume de super-héros et sort pour protéger la ville des vampires. En chemin, il sauve une femme nommée Marie, qui est choquée qu'on soit venu à son secours et décide de quitter la ville. Pendant ce temps, Claire pleure, croyant que son frère est mort, se blâmant elle-même de l'avoir amené en ville. Mais la chasseuse de vampires, nommée Marie, dit à Claire que Sid est en vie. Elle a vu un garçon correspondant à sa description entrer dans la tour Crimson, un endroit où la reine de sang est censée être ressuscitée en utilisant le sang d'un jeune garçon. Sid pourrait être le sacrifice. Claire, inconsciente de la véritable force de Sid, croit Marie et décide de s'associer à elle pour prendre d'assaut la tour et sauver son frère, sans réaliser que Sid est déjà à l'intérieur en libérant des gens. La ville sans loi a 3 tours principales, chacune contrôlée par différentes factions. La tour Crimson abrite le corps de la reine de sang et dépend du chaos de la Lune rouge pour la ressusciter. La tour blanche est dirigée par Yuki, un puissant renard à 9 queues, tandis que la tour noire est menée par Juggernaut. À la fois Yuki et Juggernaut veulent arrêter le plan de la tour rouge, où elle parvient à atteindre le dirigeant de la tour rouge qui apprend que leur plan échoue car quelqu'un est en train d'éliminer tous les ghouls. Cette personne se révèle être Sid, que personne ne peut battre. Sid affronte finalement les ghouls devant à la fois Juggernaut et Yuki. Les choquant. Quand il lui demande qui il est, il révèle son nom, Shadow. Juggernaut et Yuki connaissent déjà Shadow en raison de ses précédentes batailles. Avec des marchands et des prêtres corrompus, ils décident de le laisser tranquille. Cependant, le démon blanc, toujours fidèle à la protection de la tour rouge, se précipite sur Sid, pensant qu'il peut le vaincre. Mais il réalise rapidement qu'il s'est trompé. Sid lui coupe facilement l'autre bras, le fend en deux et le tue. En parallèle, Claire et Marie continuent à traverser la tour rouge, déterminées à sauver Sid. Du côté du squad du Jardin des Ombres, mené par Beta, ils sont également dans la tour, cherchant des livres qui pourraient les aider à guérir du vampirisme. Beta, qui documente les aventures de Sid, reconnaît Claire et suggère qu'ils évitent de se battre entre eux. Les 2 groupes acceptent de se concentrer sur leur propre mission. Alors qu'ils avancent, Claire commence à douter de Marie, se demandant comment elle a vécu si longtemps et pourquoi elle semble hésiter à tuer des vampires. Marie évite les questions, disant que tout le monde a des secrets. Finalement, ils rencontrent Juggernaut, qui massacre tout le monde à proximité. Ils essaient de se cacher, mais le Juggernaut les sent et attaque. Marie essaie de se battre contre lui mais est mise à terre, et Claire, pas assez forte pour aider, est également touchée. Dans un élan de désespoir, Marie prend du sang de Claire et retourne faire face au Juggernaut. Juste au moment où elle est sur le point d'être tuée, Shadow arrive et projette le Juggernaut hors de la tour. Il dit aux 2 filles que c'est trop dangereux et qu'elles devraient se cacher. Après le combat, Marie révèle sa véritable identité et son histoire à Claire. Il y a plus de 1000 ans, les vampires régnaient sur les humains, les tuant facilement pour leur sang. Mais à mesure que les humains devenaient plus habiles, ils apprirent à se défendre et commencèrent à riposter. Élisabeth, la reine du sang, réalisa que le meurtre sans fin devait cesser et convainquit les vampires d'arrêter de boire le sang humain. Elle construisit une ville où les vampires et les humains pouvaient vivre en paix. Mais Élisabeth elle-même luttait contre sa soif de sang. At night, during the red moon, son serviteur, Crimson, lui a donné une goutte de sang, ce qui l'a fait perdre le contrôle. Elle a passé la nuit à tuer des humains, et le lendemain, pleine de regrets, elle s'est donné la mort, demandant à Marie de protéger son corps. Mais Crimson et ses adeptes ont pris le corps, et Marie essaie de le récupérer. Depuis, Claire, se sentant maudite et inquiète qu'elle ne devienne bientôt une monstre, accepte d'aider Marie à récupérer le corps d'Élisabeth. Il prévoit également de sauver Sid, que Claire croit toujours piégé dans la tour. Pendant ce temps, Sid est dans le coffre d'Élisabeth, cherchant quelque chose d'utile. Il ne trouve rien d'intéressant sauf un peu d'or, qu'il décide de prendre. En même temps, Crimson essaie de réveiller Élisabeth en plaçant son cœur dans un corps mort. Juste au moment où le rituel est sur le point d'être complété, Sid apparaît, détruit la zone et ruine le plan de Crimson. Pensant que sa mission est accomplie, il prend plus d'or et se prépare à partir, ne réalisant pas qu'Élisabeth a été ressuscitée sous la forme d'un monstre géant. Élisabeth, maintenant complètement éveillée, attaque Claire, la poignardant et buvant son sang. Marie supplie Élisabeth de s'arrêter, mais Élisabeth l'ignore. L'équipe du Shadow Garden arrive et parvient à mettre Claire en sécurité. Mais Élisabeth continue à les dominer. Juggernaut, passant par là, essaie de l'affronter, mais elle le bête facilement, lui brisant la jambe et le jetant à côté. Élisabeth continue de se nourrir du sang de ses victimes, devenant plus forte et guérissant rapidement ses blessures. Vadé ordonne à un membre de l'équipe de sortir Claire de là, car elle est là. Sœur de leur leader et doit être sauvée. Claire se réveille dans un hôpital, où une médecin nommée Aurora lui dit qu'elle n'est pas maudite, comme elle le pensait.
Quelqu'un l'avait guéri il y a longtemps, bien qu'Aurora ne mentionne pas que c'était Shadow. Aurora explique que Claire a maintenant 2 types de sang en elle, et si elle peut apprendre à les contrôler, elle deviendra incroyablement forte. De retour à la tour, Elizabeth continue sa frénésie, mais Shadow arrive juste à temps. Il est le premier guerrier capable de s'opposer à elle. Les filles du Shadow Garden réalisent enfin que Shadow les a protégées. Tout au long. Après une bataille féroce, Shadow s'envole dans le ciel avec Elizabeth, lui disant que elle est malade et doit être arrêtée. Il la détruit une fois pour toutes, rendant tous les vampires à nouveau normaux. Des humains. La lune rouge retrouve également sa couleur habituelle. Plus tard, on voit Sid manger dans la rue, pensant que tout ce qui s'est passé était normal. Il est plus préoccupé par Claire et le sang mêlé à l'intérieur d'elle, ne sachant pas si cela l'aidera ou lui fera du mal. Alors qu'il et Claire prennent un train pour quitter la ville sans loi, Sid continue de s'inquiéter à son sujet. Lorsque Claire demande s'il connaît Shadow, Sid dit non, seulement qu'il se souvient de Shadow avoir incendié leur école l'année dernière. Claire, maintenant avec de nouveaux pouvoirs dans sa main gauche, dit à Sid de ne pas s'inquiéter, et il la rassure qu'ils vont tous les deux bien. L'esprit de Sid revient alors qu'il a pris 500 pièces. Il se dit que s'il a besoin d'argent à nouveau, il retournera dans la ville sans loi, et volera à la Tour Blanche et à la Tour Noire puisqu'elles sont toutes les deux encore debout. Après être revenus en ville, les membres du Shadow Garden ont été surpris de voir quelqu'un à la gare tentant de voler des marchandises commerciales. Lorsqu'ils ont interrogé l'homme, il a révélé qu'il travaillait pour Garté, un nom qu'ils ne s'attendaient pas à entendre. Garté était connu comme une figure respectable, quelqu'un qui n'était pas impliqué dans des activités criminelles. Cette révélation a confondu les membres. Cependant, malgré leur confusion, l'homme était toujours déterminé à voler, donc les membres l'ont rapidement tué pour éviter de perdre du temps avec des arguments inutiles. Ils ont réalisé que ce ne serait pas la fin, la nouvelle se répandrait, et bientôt, d'autres organisations viendraient probablement chercher vengeance. Cela signifiait que la ville était au bord d'un conflit sérieux qui pourrait mener à la guerre. Pendant ce temps, Sid passait du temps avec ses amis. Ils montraient fièrement leurs nouveaux vêtements, pensant avoir acheté des articles de marque authentiques. Cependant, leur bonheur fut de courte durée lorsqu'ils découvrirent que tous les vêtements étaient faux. Le choc était indéniable, et Sid commença à soupçonner qu'une organisation plus grande était derrière cela. Il produisait probablement ces marchandises contrefaites et gagnait des sommes considérables en trompant les gens pour qu'ils achètent des articles faux. Réalisé que ce n'était pas un petit problème, Sid décida que ce serait sa nouvelle mission, de découvrir qui était responsable. Comme il n'avait rien d'autre à faire, Sid enfila son costume d'ombré. Prit le train pour enquêter sur l'étendue de ce problème. Dans le train, Sid rencontra une femme qui lui donna des informations précieuses. Elle expliqua qu'il y avait maintenant 2 grandes entreprises contrôlant le marché dans la capitale, la Garde Company et la Mitsugoshi Company. Les 2 entreprises produisaient des biens douteux, certains authentiques et d'autres contrefaits, mais dans tous les cas, elles réalisaient d'énormes profits. Pour se protéger de quiconque pourrait les défier, les 2 entreprises avaient. Il avait engagé un puissant chevalier nommé Jetan. Jetan était extrêmement fort, et personne n'avait jamais pu le vaincre. Il aidait Garde à garder le contrôle sur leurs affaires louches. Après être arrivé à destination, Sid se promena dans le marché et vit le chaos de ses propres yeux. Il y avait un nombre anormal de personnes s'agglutinant autour des produits de Garde et Mitsugoshi, les achetant sans réfléchir. Cependant, Sid remarqua rapidement que le problème ne concernait pas seulement des faux produits. Il s'est rendu compte que de la fausse monnaie circulait également. Le commerce rapide de toute la ville facilitait l'acceptation de la fausse monnaie. Sans même s'en rendre compte. Cela a conduit Sid à décider qu'il devait enquêter non seulement sur les faux produits mais aussi sur ceux qui étaient responsables d'inonder le marché de fausses monnaies. Cependant, Sid avait ses propres problèmes financiers à gérer. Il se retrouvait souvent à devoir voler juste pour s'en sortir, donc cette fois, il a décidé de rejoindre l'opération de contrefaçon. Utilisant l'alias John Smith, il a commencé à travailler avec la femme qu'il avait rencontrée dans le train, s'assurant qu'elle ne parlerait pas de leur plan. Une fois satisfait, Sid s'est lancé dans le trafic de faux billets. Sachant qu'il aurait besoin d'aide pour cette mission, Sid a recruté Delta, l'un des membres les plus puissants du Shadow Garden. Cependant, Delta avait un côté violent. Chaque fois qu'elle entrait dans un combat, elle ne s'arrêtait pas tant qu'elle n'avait pas complètement démantelé ses ennemis. Le comportement sanglant de Delta n'est pas passé inaperçu. Bientôt, les décès des personnes impliquées dans l'opération de contrefaçon ont commencé à se répandre, provoquant la panique parmi les organisations commerciales. La nouvelle est parvenue à Jeton, qui était furieux, n'aimant pas la situation. Il a envoyé un groupe de ses chevaliers les plus forts pour mettre fin au chaos et s'occuper d'eux, ceux qui étaient derrière les attaques. Delta, qui était toujours en pleine folie, a continué à tuer quiconque se mettait en travers de son chemin. Pendant une bataille, un homme a supplié sa vie,
prétendant être son frère. Delta s'est approché de lui et a confirmé qu'il était bien son frère aîné, maintenant. Travailler avec Jeton. Malgré la révélation, Delta l'a froidement tué quand même, disant à Sid de ne pas s'inquiéter. Elle a expliqué qu'elle avait plus de 1000 frères et sœurs, donc perdre un d'entre eux la touchait pas beaucoup. Après cela, Delta a continué à harceler Sid, lui demandant de revenir avec elle à son tribut, et défier son père. Elle lui a expliqué que s'il gagnait, il pourrait devenir le chef de la tribu. Mais Sid n'était pas intéressé par la politique tribale. Il se concentrait sur l'identification de celui qui était à la tête de l'opération de contrefaçon et sur la façon de mettre fin à cette opération. Bientôt, Jeton a appris les morts de 2 de ses soldats et que de l'argent avait été volé dans l'un de ses repères. Cette nouvelle a effrayé Garté, qui a suggéré qu'ils arrêtent toutes leurs opérations jusqu'à ce que pouvait comprendre qui était derrière ces attaques. Mais Jeton a refusé, disant à Garté que son travail était juste d'écouter et de suivre les ordres. Jeton croyait que les personnes derrière les attaques venaient de Mitsugoshi et a décidé d'envoyer des combattants encore plus puissants pour les éliminer. Cette fois, il visait à détruire complètement le siège de l'entreprise. Luna, qui travaillait pour Mitsugoshi, a appris le plan de Jeton et a décidé de s'en occuper personnellement. Elle s'est affrontée à l'un des guerriers les plus forts de Jeton, Yutsuba, dans une intense bataille. Luna a rapidement compris le style de combat de son adversaire et l'a utilisé contre lui, le surprenant. Juste au moment où il a essayé de s'échapper, elle a lancé son épée, le tuant instantanément. Son corps est tombé au sol, sans vie. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue dans la ville au sujet de corps retrouvés près des quartiers généraux de Mitsugoshi. Cela a causé de la confusion chez la police car le bâtiment était censé être un centre commercial, pas un endroit où des gens se faisaient tuer. Le mystère s'est approfondi, et le public a commencé à poser des questions. Pendant tout cela, Sid aidait Alexia avec son entraînement. Il lui a donné de nouveaux exercices pour la préparer aux prochaines potentielles attaques des hommes de Jeton. Avec le temps, Alexia a progressé et a remercié Sid de l'avoir aidé. Mais Sid, comme d'habitude, s'intéressait plus à sa nourriture et ne s'engageait pas vraiment avec elle. Entre-temps, Sid, sous son identité de John Smith, a rencontré à nouveau la femme derrière l'opération de contrefaçon. Elle lui a dit qu'elle avait trouvé une grande installation où il pourrait commencer à imprimer plus de fausses monnaies et inonder le marché, ce qui nuirait gravement aux affaires de Garté. Elle a également révélé son tragique passé. Jeton avait tué toute sa famille, son père, sa mère et ses frères et sœurs. En entendant cela, John Smith la rassura en lui disant que leur plan se déroulait parfaitement, et que les billets contrefaits circulaient déjà sans que personne ne s'en aperçoive. Garté et Mitsugoshi comprirent rapidement que les billets contrefaits se répandaient comme une traînée de poudre. Les gens commençaient à être prudents, ne sachant pas si l'argent qu'ils avaient était vrai ou faux. Jeton, qui avait initialement prévu de détruire l'économie en inondant le marché avec des billets falsifiés, fut choqué en apprenant que ses propres banques d'entreprise étaient maintenant remplies de faux billets. Son plan avait échoué, et il perdait de l'argent comme tout le monde. Les membres du Jardin d'Ombre, ignorant que John Smith était en réalité Sid, ont décidé d'attaquer un train transportant des marchandises et de l'argent contrefait. Mais quand ils ont embarqué dans le train, John Smith est apparu, sans effort, les a vaincus, les jetant hors du train. Un des membres du Jardin d'Ombre a remarqué à quel point John Smith était fort et a commencé à suspecter quelque chose, bien qu'elle ne puisse pas vraiment comprendre qui il était. Alors que la contrefaçon continuait de se répandre, elle a commencé à faire faillite des entreprises à travers la ville. Les gens devenaient de plus en plus préoccupés, et l'activité économique ralentissait. Delta, qui avait été envoyé pour arrêter John Smith, a tenté de l'arrêter mais a échoué. Réalisé qu'il était Shadow, Delta a exigé des réponses. Sid, admettant enfin la vérité, lui a demandé de garder son secret et a promis de lui donner une nouvelle mission. N'ayant pas d'idée concrète, Sid a rapidement pensé à un moyen de la mettre hors de son chemin. Il lui a dit de traquer Juggernaut, le maître de la Tour Noire, une mission quasi impossible. C'était juste un prétexte pour occuper Delta. En même temps, Luna a supposé à tort que Delta avait été tué et a commencé à la chercher. Pendant ce temps, la fausse monnaie avait semé le chaos dans la ville, faisant faillite plusieurs entreprises. Les banques ont commencé à fermer, incapables de gérer le flot de faux billets. La situation s'est aggravée lorsque 2 hommes d'une secte puissante sont venus voir Jeton et Garté pour leur dire qu'ils perdaient le contrôle. Agacé par leur arrogance, Jeton a tué les 2 hommes et a ordonné à Garté de mettre en place des points de contrôle dans toute la capitale, même si cela signifiait irriter la famille royale. Garté était initialement réticent mais a accepté après avoir vu la réponse impitoyable de Jeton. L'un des membres de Shadow Garden a alors rencontré Sid pour l'informer de la situation. Elle lui a dit qu'une énorme quantité de faux billets avait été injectée dans l'économie et que la famille royale interviendrait probablement bientôt. Elle a également mentionné que Delta avait disparu après sa mission pour combattre
John Smith et on supposait qu'elle était morte. Mais Sid l'a rassurée en disant que Delta était vivante et en mission lointaine. Alpha, maintenant suspicieuse, a confronté John Smith dans le train et a rapidement réalisé qu'il était en réalité Shadow. Elle a exigé des réponses concernant le faux argent, mais Sid l'a ignoré, lui disant que tout aurait du sens avec le temps avant de la jeter hors du train pour éviter d'autres retards. Alors que la mission touchait à sa fin et que l'argent contrefait envahissait la ville, la femme, derrière le plan, partageait son histoire complète avec Sid. Elle venait d'un petit village où sa tribu s'était alliée à une autre tribu pour la force. Pour solidifier l'alliance, elle a épousé le prince de l'autre tribu, qui n'était autre que Jeton. Au début, la vie était bonne, mais une fois que Jeton a rejoint la secte, il a commencé à exécuter leurs ordres, allant même jusqu'à tuer ceux qui refusaient de suivre les croyances de la secte. Quand elle s'est opposée à lui, il l'a battue presque à mort et l'a laissée pour morte. Maintenant, elle cherchait à se venger en faisant faillite Gardé et Jeton, voulant tout leur prendre. Tout leur prendre. Peu après, de grandes foules de citoyens se sont rassemblés devant les banques, inquiètes et effrayées. Les banques, submergées par la quantité de faux billets en circulation, avaient annoncé qu'elles ne pouvaient plus dispenser les soldes. De retour au jardin de l'ombre, les filles sont assises en cercle, inquiètes de la disparition soudaine de Sid. Il ne leur avait rien dit avant de partir, et maintenant elles doivent faire face à la crise financière croissante dans la ville. Les banques ferment, les entreprises ferment, et même ceux qui ont de l'argent le trouvent inutile en raison de l'effondrement de la monnaie. Les filles réfléchissent à des moyens de résoudre le problème. L'une d'elles suggère de montrer au public des pièces d'or, même si elles sont fausses, pour les rassurer que les banques ont des réserves. Mais elle réalise rapidement que cela ne résoudra pas le problème. La situation est beaucoup plus grave, et elle soupçonne que Shadow est derrière l'effondrement de la monnaie. Elle croit qu'il fait cela intentionnellement pour exécuter un plan secret. Se sentant coupable et croyant l'avoir déçu, elle commence à pleurer, réalisant qu'elle n'ont pas été aussi efficaces qu'il le voulait, c'est pourquoi il s'est éloigné. Soudain, l'une des filles entre avec des nouvelles importantes. Gédon est le maître d'œuvre de toute l'opération pour la secte Diablo. Il avait prévu dès le début de ruiner Mitsugoshi en faisant circuler de la fausse monnaie sur le marché. Les filles comprennent maintenant que les actions de Shadow faisaient partie d'un plan brillant pour sauver Mitsugoshi et vaincre Gédon. Shadow a fermé les banques pour empêcher l'argent contrefait d'inonder l'économie de la ville. S'il n'était pas intervenu, la situation aurait été incontrôlable. Une des filles du Shadow Garden décode un message de Shadow, qui révèle qu'il veut toujours travailler avec elle mais qu'il a dû s'éloigner temporairement à cause des trop nombreuses suspicions entourant leur groupe. Shadow avait profité de ce temps séparé pour rassembler assez d'or véritable pour couvrir tout l'argent contrefait. En conséquence, c'est le secte Diablo qui a perdu tout, et non pas Mitsugoshi. Les filles se rendent également compte que Delta manque depuis un moment. C'est alors que Delta revient, révélant qu'elle aidait Shadow à imprimer les billets falsifiés. De son côté, Sid, en tant que Shadow, retrouve Gédon, ayant découvert qu'il était le cerveau derrière tout cela. Yukin, la dirigeante de la Tour Blanche, affronte Gédon, lui rappelant que bien, il a autrefois sauvé sa ville, mais il a un côté malveillant qui doit être contrôlé. Enragé, Gédon attaque Yukin, disant qu'il aurait dû la tuer quand il en avait l'occasion. J'ai eu la chance. Alors que Gédon est sur le point de frapper, Shadow arrive et l'arrête. Shadow combat vigoureusement Gédon, exigeant qu'il révèle la vérité. Gédon finit par admettre qu'il voulait autrefois protéger la ville et avait une amante, Yukin, mais a été corrompu par la secte Diablo. Alors que Gédon se rapproche de la mort, il demande à Shadow de prendre soin de Yukin. Shadow promet de la protéger, et avec cela, Gédon meurt. Les autorités arrêtent ensuite le directeur de la banque pour avoir altéré les soldes des clients et fait croire aux gens qu'il y avait plus d'argent qu'il n'y en avait réellement. La crise financière expose ces mensonges, et la banque est révélée comme n'ayant pas de réserve. Aucune. Plus tard, on voit Yukin parler avec deux de ses gardes à propos de ses expériences avec Shadow. Elle reçoit une lettre d'Alpha. La lettre, écrite par Gédon avant sa mort, révèle que la secte Diablo était responsable de sa chute. Après avoir lu la lettre, Yukin décide de rejoindre le Jardin des Ombres dans leur combat contre la secte Diablo, réalisant que l'ombre a toujours combattu le mal. En parallèle, on voit l'ombre qui creuse à travers la glace, récupérant l'or vrai et l'argent légitime qu'il avait caché. Et c'est où cette vidéo se termine, regarde la suivante et prends soin de toi.